Depuis, la loi a été adoptée et le règlement européen sur la protection des données personnelles sera applicable au 25 mai 2018 avec quels changements, quelles obligations, pour quelle protection? Eh bien, voilà toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre grâce à mes trois invités. Sophie Nerbonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la conformité au sein de la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale de l'informatique et des libertés. À vos côtés, il y a Fabrice Naftalski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat chez Ernst & Young et vous travaillez auprès des entreprises, notamment pour leur mise en conformité avec la loi. Et à côté de vous, il y a une caméra et derrière cette caméra se cache Arthur Messot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au sein de la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Pourquoi cette caméra? Pourquoi vous portiez ça? Je vous la porte juste pour rappeler à tout le monde, cette grosse caméra bien visible, en fait, elle représente toutes les caméras qu'on ne voit pas, bien plus petites, qui sont invisibles dans nos téléphones, sur notre ordinateur, et qui vont constamment, pour des motifs économiques à la base, regarder nos mails, les lire, notre position, où est-ce qu'on est grâce à notre téléphone, avec qui on marche. La géolocalisation, c'est ça? Géolocalisation, et tout ça à la base pour faire de la publicité, mais il faut s'intéresser le jour où notre employeur ou potentiel employeur aura accès à ces fiches, à notre banque, à notre crédit, à notre assurance qui vont augmenter les prix. En fait, c'est des sujets qui nous concernent tous. Ces petites caméras qui sont cachées, elles nous concernent dans notre vie au quotidien, économique et citoyenne. Donc nous, on est venu vous rappeler qu'il y a un texte fondamental, le règlement e-privacy, qui dès le 12 octobre va être examiné et il y aura un vote particulièrement important au Parlement européen. Et la Quadrature est venue apporter des outils pour permettre à tous les citoyens d'appeler leurs députés, de se renseigner et d'agir. Et d'être un peu plus conscient aussi de ce qui se passe aussi. D'être conscient aussi, bien sûr, pour agir contre ces petites caméras et se rappeler qu'elles sont là et tout le temps dans tous nos appareils. Très bien. Alors, juste avant de revenir plus en détail sur tout ça, j'aimerais dans un premier temps que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Madame Nerbonne, c'est quoi concrètement une donnée personnelle? Alors, ce qu'on appelle effectivement une donnée personnelle, en fait, c'est toute information, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être effectivement une photo, ça peut être une voix, ça peut être votre ADN, évidemment, mais votre nom, mais également des éléments qui vous caractérisent. Donc, quand bien même on n'a pas votre nom, mais on sait que vous habitez à tel endroit et que vous sortez tous les jours votre voiture, on est capable de faire la connexion. Donc, c'est toute information qui vous permettre directement ou indirectement d'identifier une personne physique. Donc, vous voyez que c'est une définition très large et qu'à l'heure des réseaux, d'Internet, on a complètement changé d'échelle en termes de captation et d'utilisation de données personnelles. Alors, on parle aussi de données sensibles, qui, par exemple, révèlent des origines raciales ou ethniques, des opinions politiques ou religieuses, la santé ou la vie sexuelle d'une personne. Est-ce que, en publiant des articles, en les forwardant tout simplement sur Facebook, un article de Politis, un article de l'Humanité, est-ce que ça donne à Facebook des indications sur mes orientations politiques? Bien sûr. Arthur Messot? En fait, même sans révéler, même sans dire nos opinions politiques directement, Facebook sait que les gens qui vont aimer telle chanson, qui vont avoir une activité importante le matin sur Facebook, etc., ils le savent par pure sociologie et observation de millions et de millions de personnes. Ils savent que ces gens-là vont être plutôt centristes ou plutôt à droite. Même pas besoin qu'on l'affiche. Et après, dans leur fiche publicitaire qu'ils établissent, même s'ils ne marquent pas clairement nos opinions politiques, en fait, leur fiche est extrêmement précise et nous définit entièrement. Donc, faire la distinction données sensibles, données personnelles... Finalement, c'est un peu la même chose. Quand on a énormément de données, ça ne sert à rien de distinguer tout ça. En fait, les gens, par la statistique, par la sociologie, on peut absolument tout savoir d'eux. Et en fait, il y a des fiches déjà sur nous où peut-être que ce n'est pas marqué noir sur blanc, mais il y a marqué la couleur de vos chaussettes potentielles aujourd'hui. Alors là, il s'avère que j'en ai pas. Vous n'avez pas de chaussettes. Mais le niveau de détail, en fait, juste par les grands nombres qu'on peut atteindre. Donc les opinions politiques, évidemment, c'est un des premiers trucs les plus faciles à deviner. Qu'on comprenne bien, Madame Nerbonne, est-ce que chacun de mes faits et gestes sur Internet est aujourd'hui capté, observé? Absolument. Il faut savoir qu'effectivement, la caractéristique du monde numérique dans lequel maintenant nous avons basculé, puisqu'on utilise tous effectivement un téléphone portable, une carte bancaire, et puis on passe de plus en plus de temps sur Internet. Donc on est suivi d'une certaine façon à la trace, que ce soit dans le temps et dans l'espace. Donc une fois que l'on sait ça, quel effectivement cadre juridique mettons-nous en place? Et je crois qu'effectivement, il faut quand même tenir compte du fait que pour les données sensibles que vous avez indiquées, il y a quand même un régime juridique particulier qui justifie qu'il y ait cette distinction qui soit faite, parce qu'il y aura des conditions plus dures pour la collecte de données sensibles, parce que justement, elles sont sensibles. Donc, alors, on va y revenir juste après, mais Monsieur Naftalski, vous travaillez auprès des entreprises. Qu'est-ce qu'elles font de ces données? En quoi elles les utilisent? À quoi ça leur sert? Alors, l'entreprise va utiliser ces données
pour les besoins de son activité. Mhm. Donc elle va utiliser les données de ses salariés, de ses employés, pour gérer la relation de travail. Elle va utiliser, c'est sans doute ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, les données de ses clients pour mieux les connaître, pour améliorer l'expérience client, pour leur proposer de nouveaux services. Donc c'est principalement ce type de données que l'entreprise va collecter, donc avec un certain nombre de garde-fous donc, qui ont été renforcés par le nouveau règlement sur la protection des données. On en parle un peu dans le documentaire, on parle notamment des banques, des entreprises de crédit. Donc on donnera un crédit en fonction de la fiche qu'on a trouvée sur Internet d'une personne donnée ? C'est carrément Oui et non. pas en France, si Alors, c'est pas pas sur automatisé. Internet, effectivement, mais il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir octroyer un crédit qui impliquent une connaissance du client. Mhm. Donc c'est plutôt légitime pour une entreprise de collecter un certain nombre de données pour savoir Accorder si son ou non un client crédit. est solvable, par exemple. Après, elle ne peut pas réutiliser ces données, et c'est un des enjeux de cette réglementation, pour d'autres finalités, pour proposer d'autres services ou pour faire des études statistiques qui ne seraient pas en lien avec la vérification de l'acceptabilité du client. Est-ce que certaines entreprises vous ont montré qu'elles étaient effrayées, qu'elles avaient peur de ce type de législation, qu'elles pensaient même que ça allait bloquer l'innovation, par exemple ? Alors, la première réaction a souvent été celle-ci, de se dire si on renforce le niveau de la réglementation, ça va tuer nos impliquer entreprises, plus en gros. de charges, ça va impliquer plus d'investissements pour les entreprises. Je dirais qu'un peu plus de recul, il y a pas mal d'entreprises qui se disent aussi que le fait de respecter les données de ses clients, c'est un avantage concurrentiel. C'est un moyen de fidéliser son client, parce qu'on respecte la manière dont on traite ces données. Donc il y a plusieurs types de réactions, mais le constat, c'est que la première réaction peut être un peu réservée, mais on observe quand même qu'il y a beaucoup de groupes et d'entreprises qui considèrent qu'elles peuvent tirer parti aussi de cette éthique de la donnée. Certaines entreprises rétorquent aussi que innover, ça permet aussi de fournir un service gratuit. Et en ce moment, les gens, les citoyens aimeraient le gratuit. Est-ce que c'est un bon argument ? Alors, en fait, il n'y a pas de gratuit. Quand on vous dit d'accéder à un service que c'est gratuit, c'est pas gratuit. On sait très bien, c'est vous le Mais il faut le proposez, répéter parce que c'est important. Il faut le répéter. Alors en fait, c'est pas gratuit. Vous payez avec vos données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que pour accéder à un magasin ou pour un service, il devienne gratuit si vous cédez un organe ou une liberté fondamentale comme le droit de travailler. On serait tous outrés, on dirait ça ne fonctionne pas, ça va juste que tous les gens les plus pauvres ils vont devoir s'aliéner pour ça. On serait tous complètement outrés face à ça. Par contre, dès qu'on parle de données personnelles, on ne voit plus le lien. Les données personnelles, ça concerne la vie privée, l'intimité, vous pouvez définir. C'est votre intégrité physique de la même façon que vos organes, que votre liberté de vous exprimer ou vous déplacer. Et tout d'un coup, on dit, en fait, vous allez devoir renoncer à ces libertés pour accéder à un service. Alors, qui va renoncer à ces libertés ? C'est ce que j'allais vous dire, c'est comment on résiste à ça finalement. On ne peut pas résister, on est obligé de se soumettre quelque part. Il n'y a pas un rapport de domination ? C'est exactement ça. En fait, on voit, il y a déjà des journaux qui proposent ça. Soit vous accédez au site de journal de façon gratuite, c'est-à-dire en ne mettant aucun adblock. Si vous mettez un adblock, le site sera fermé pour vous. Soit vous payez, à ce moment-là, vous n'êtes éventuellement pas soumis à la publicité et au fichage, soit vous payez. Donc on voit, soit vous renoncez à une liberté, soit vous faites avec de l'argent. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est on répartit les libertés en fonction de critères économiques. Je ne sais pas si vous avez un peu un souvenir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des choses comme ça. Où normalement, on est tous égaux, indépendamment de notre fortune, en droit en tout cas. Donc là, très clairement, on a beaucoup d'acteurs économiques qui sont frontalement opposés à cette base démocratique qui est qu'on n'achète pas les libertés. Les libertés, c'est les mêmes pour tous. Et alors là, dans le règlement e-privacy dont je vous parlais, il est exactement question de ça, qu'un site qui fermerait l'accès à des personnes qui refusent d'y être surveillées seraient dans l'illégalité. Et c'est débattu, forcément, énormément de compagnies importantes, étrangères ou européennes, s'y opposent en disant « mais nous, on a besoin pour innover en fait, d'exploiter la liberté des gens ». C'est vraiment ça qu'ils nous disent. Et en face, il faut avoir un discours très ferme et très dans des principes fondamentaux, pas très compliqués. On n'en débat pas. Non, les libertés ne se vendent pas. On ne peut pas négocier des libertés. C'est de la même façon que l'esclavage est interdit, que la vente d'organes est interdit. Et non, ils voudraient faire croire qu'au nom de l'innovation, ça permettrait tout ça. Alors que le problème est bien plus simple que innovation ou pas. Ce débat, il a déjà été fait 1000 fois. On ne vend pas la liberté. Alors, il y a un nouveau règlement qui a été adopté donc, le 14 avril dernier. Et le Parlement a qualifié ce règlement général sur la protection des données personnelles d'historique. Madame Narbonne, est-ce que c'est vraiment le cas ? Je pense qu'effectivement, on peut dire que ce règlement
Et on voit bien toute la difficulté qu'il y a eu à le faire adopter. Et c'est une très bonne chose. 18 mois de travail. Il y a pu y avoir effectivement un texte finalisé sur une question qui est majeure, puisque c'est celle effectivement du basculement de notre société, une fois encore dans le monde numérique, et donc d'adapter les droits des personnes, puisque effectivement le droit à la protection de la vie privée, le droit des données personnelles, c'est un droit fondamental. Donc, On vient de le rappeler. Ce n'est pas un droit patrimonial, et ça, c'est une conception que n'ont pas les Américains, pour qui c'est une marchandise comme une autre. Mais effectivement, ce n'est pas la conception que nous avons en Europe. Il n'empêche qu'il faut être pragmatique et il faut bien voir les enjeux économiques qui font que les ressorts de nos sociétés actuelles fonctionnent sur l'économie numérique. Donc, et que bien évidemment, les fichiers sont vendus, sont utilisés, et que ce qui compte, c'est de donner aux personnes qui sont concernées la maîtrise et le contrôle de leurs données. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Expliquez-nous. Quelles sont les mesures précises? Alors, les mesures précises, je pense qu'il y en a 3. Ok. Il y en a 3. La première, c'est que tout d'abord, ce texte, il rétablit l'équilibre qui n'existait pas, effectivement, entre les acteurs européens, d'une part, qui nous disaient, mais nous, on comprend bien la protection des données, on veut bien faire, nous sommes légalistes, mais nous voulons 2 choses. Nous voulons que ce texte soit appliqué par tout le monde, et à l'heure actuelle, tous les grands acteurs hors Europe ne l'appliquent pas. Donc c'est notre premier problème. Et puis, nous voulons effectivement comprendre exactement en quoi consistent ces principes de proportionnalité, de durée de conservation, comment exercer les droits. Nous avons besoin d'être accompagnés. Donc sur ces 2 terrains, ils ont satisfaction, c'est-à-dire que, c'est un texte qui s'applique pour les grands acteurs, notamment les GAFA, mais pas que, toute entreprise étrangère qui va cibler des ressortissants européens doit appliquer ces règles. Est-ce qu'on doit comprendre par là qu'il y a une forme de dichotomie entre l'Europe et le reste du monde? À l'heure actuelle, bien évidemment. Voilà. Et donc, il y a un problème, puisque Internet ne connaît pas de frontières. Exactement. Exactement. L'Europe va appliquer ça. des lois qui ne seront pas forcément les mêmes qu'aux États-Unis ou en Chine. Oui. Est-ce que finalement, l'Europe ne va pas devenir l'idiot utile du village numérique? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que l'Europe constitue un marché dans lequel, évidemment, toutes les puissances autres qu'européennes, que ce soit les États-Unis, la Chine, très intéressant. Donc, elles-mêmes sont conscientes, et s'il y a une telle bataille et un tel lobbying, c'est bien qu'ils étaient parfaitement conscients, effectivement, de ces débats. La deuxième raison, c'est que la question de la protection des données, elle est SEM. Il va se tenir, comme tous les ans, une conférence internationale de toutes les autorités de protection des données, qui inclut les autorités asiatiques, de Hong Kong, australiennes, aux États-Unis, c'est la Federal Trade Commission, puisqu'il n'y a pas de législation sur la protection des données à proprement parler. Mais tout le monde se mobilise en comprenant qu'effectivement, c'est un enjeu majeur et qu'on ne peut pas isoler l'évolution de notre société numérique et la protection des données. C'est complètement imbriqué. C'est à la fois une question de respect de la vie privée, une question de sécurité également. Donc, la première raison, c'est rétablir cet équilibre. Deuxième apport majeur du règlement, c'est effectivement renforcer les droits des citoyens en leur donnant des droits nouveaux, comme par exemple le droit à la portabilité, ne pas rester prisonnier d'un acteur auquel effectivement, dans le cadre de ses données. Exactement. Donc pouvoir les récupérer sous un format qui puisse être réutilisé par un concurrent. Ok. Et outre ce droit à la portabilité, il y a effectivement d'autres droits sur lesquels on insiste, notamment le consentement. Troisième axe majeur, c'est celui du renforcement de la concertation européenne entre les autorités de protection des données, puisque à l'heure actuelle, les régulateurs, certes, travaillent dans le cadre d'un groupe de travail européen, mais ce groupe de travail va vraiment se transformer en entité qui pourra effectivement avoir un pouvoir contraignant, et il y aura un mécanisme de codécision entre les différentes autorités nationales concernées par des plaintes concernant par exemple un gros opérateur international qui pourront prendre des sanctions à son égard. Alors, justement, lorsqu'une entreprise crée un service nécessitant des données personnelles, elle devait simplement faire une déclaration à la CNIL, je ne me trompe pas. Désormais, elle devra faire une étude d'impact, faire en sorte de documenter, de piloter sa conformité avec la réglementation sur tous ces aspects, qu'il s'agisse de sécurité, de conservation des données, d'information des personnes concernées. Comment vous vous assurez que ce sera réellement le cas ?
Alors, déjà pour le traduire de façon qui ne soit pas trop bureaucratique. Parce que là, c'est vrai qu'à vous entendre, on est effrayé. Mais il est vrai qu'on est bien dans un changement de process. C'est-à-dire qu'auparavant, on se disait, je fais ma formalité administrative auprès de la CNIL, que ce soit une déclaration, une demande d'avis ou une demande d'autorisation. J'ai mon tampon, je classe ça dans un tiroir et c'est terminé. Oui. Non, évidemment que ça ne peut pas se passer comme ça, parce que les systèmes informatiques évoluent et les services également, donc il faut forcément s'adapter et assurer que la sécurité du dispositif, les fuites de données dont on parle tous les jours dans la presse, les cyberattaques, ça arrive. Donc il faut se préparer à ça, il faut avoir un plan d'action, il faut mettre en place effectivement toute une série de mesures et notamment il y a un acteur qui est le délégué à la protection des données qui va être un professionnel qui est rendu obligatoire pour tous les organismes publics et dans certains cas... Indépendant de l'entreprise ou... Alors quand on dit indépendant, ça ne veut pas dire que c'est un électron libre évidemment qui décide de faire ce qu'il veut. Ça veut simplement dire qu'il a les moyens de remplir sa mission, qui est une mission de conseil auprès de son employeur ou, puisque c'est un délégué qui peut être externalisé également, auprès des entreprises, tout à fait, et qui conseille l'entreprise sur les risques, parce que l'étude d'impact dont vous parlez, c'est pour des traitements qui présentent des risques élevés, c'est pas effectivement pour tous les traitements. Monsieur Naftalski, est-ce que tout ceci est applicable? Est-ce que les entreprises que vous conseillez se disent confiantes par rapport à la mise en conformité vis-à-vis de cette loi? En fait, elle s'y prépare, parce qu'on a un changement de paradigme. Effectivement, avant, on faisait des déclarations et on ne s'occupait pas forcément beaucoup de la gestion de la conformité. Maintenant, l'idée, c'est de maintenir cette conformité. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de parties prenantes au jeu. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt le directeur de l'informatique, le directeur juridique, le directeur de la conformité. Aujourd'hui, le constat, c'est comme on doit documenter cette conformité, la piloter, la contrôler, l'ensemble des acteurs de l'entreprise vont être sensibilisés sur ces questions et vont se voir mettre à disposition un certain nombre d'outils, notamment pour gérer le consentement, tracer le consentement qui a été collecté pour ensuite envoyer une communication commerciale, par exemple. Donc il y a toute une organisation qui se met en place, qui intègre un peu tout le monde. Et je dirais la bonne nouvelle, c'est comme c'est un sujet qui nous concerne tous, on s'aperçoit par rapport à d'autres sujets de conformité que ce sujet, il passe bien dans l'entreprise, que tout le monde se sent concerné. En tant que citoyen. En tant que citoyen, parents, on parle de droit fondamental. Parce que ça touche tout le monde, finalement. Exactement. Donc les entreprises s'y préparent, bien sûr rédigent des politiques, mais surtout mettent en place des process, des formations pour être en mesure donc de permettre aux citoyens d'exercer ses droits. Quand il exerce le droit d'opposition, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'assurer que la donnée elle va être effacée de l'ensemble du système d'information. Moi, je suis désolé. Si jamais... Oui, allez-y. Je vais revenir un peu sur les avancées qu'on prête à ce texte. Je vais être moins positif que vous, je suis désolé, mais en fait, c'est très superficiel. Là, on a parlé de plusieurs choses techniques, déclaration avant, maintenant, champ territorial. Là, en fait, c'est des choses très techniques. Le fond du problème, on n'en a pas parlé, le fond politique, qui est celui du consentement. On n'a pas parlé du consentement parce qu'en fait, ce texte n'a rien changé sur ça. L'idée, c'est, pour vous ficher, pour vous surveiller, est-ce qu'il faut votre accord ou pas? Votre avis, que dit la loi? Ben non, en fait, la loi, elle dit, c'est l'entreprise qui décide si elle pense que exploiter votre vie privée sans votre accord vous cause un tort à votre vie privée plus important à le bénéfice que ça lui apporte. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est un équilibre invraisemblable que la loi ne définit pas, que le règlement n'a pas défini. Cet équilibre invraisemblable, il existe depuis 1995 et le règlement qu'on a vu dans le documentaire ne change pas sa situation. Mais c'est la première directive de l'époque, voilà. on précise. La question politique centrale, est-ce que c'est les personnes concernées par la surveillance qui doivent décider d'être surveillées ou non, n'est pas tranchée. Le consentement n'est pas la règle absolue du tout. Mais c'est normal ça. Enfin, c'est normal. On ne peut pas consentir quand, par exemple, l'État met en place l'administration fiscale, vous ne pouvez pas vous opposer à être dans le fichier de l'administration fiscale. Évidemment. En fait, le problème, si vous êtes un fraudeur ou un mauvais payeur, on considère comme étant légitime pour l'entreprise de se protéger vis-à-vis de cette population. A priori, on n'est pas un fraudeur quand on va sur Internet. Non, mais ça, non, mais c'est beaucoup plus large. En fait, là, c'est intéressant. On nous explique qu'il y a des cas dans lesquels, en effet, c'est légitime de ne pas avoir le consentement. On est d'accord. Seulement, ces cas, le législateur, le Parlement européen n'a pas voulu les définir. Il a laissé les entreprises, dites, définissez-les et on verra ensuite. Alors qu'en vrai, là, on vient de donner deux exemples. On pouvait faire une liste des exemples. Et il y a un texte dans lequel ces cas où le consentement est nécessaire ou peut être passé
est bien délimitée, c'est la directive e-privacy qui est revue aujourd'hui. Il y avait un cas dans lequel on disait non, il faut toujours du consentement. Là, au moins, on a tranché, c'est la géolocalisation. On ne peut pas vous géolocaliser sans votre consentement, jamais, actuellement dans le droit en vigueur, parce que c'est trop important. La Commission européenne est arrivée en janvier dernier avec un nouveau texte qui dit eh bien non, plus besoin de consentement. Vous rentrez dans un magasin, ou dans un centre commercial, ou dans une place, comme on a vu à la Défense, au BHV, à Paris, c'est des cas très concrets qui sont arrivés, où vous allez être surveillé, on va savoir devant quel magasin vous passez, avec Si qui, vous êtes rentré, si vous combien revenez, de fois combien de fois, si vous revenez tous les mois, toutes les semaines. Et la seule obligation qu'exige le nouveau texte, c'est que quelque part, dans la place, il y a une affiche qui dise « Oui, vous êtes surveillé, si vous ne voulez pas être surveillé, coupez votre téléphone ». Merci. Et littéralement, le BHV avait une affiche comme ça à son entrée, une affiche pas très visible d'ailleurs. Hein. Et ça, la Commission européenne veut ce changement de paradigme. Et là, au moins, elle a tranché, elle a dit ben non, pour ça, pas de consentement, parce que pour l'innovation, on ne comprend pas très bien laquelle, le consentement serait un frein. Alors qu'en vrai, il y a des applications de géolocalisation utiles. On peut penser aux gares, la gestion des flux, etc. Mais toutes ces applications-là, les gens seraient ravis d'y consentir. En fait, il y a déjà des poules de tests qui sont faits dans les gares, par exemple. Les gens ils sont invités un week-end juste pour venir aider la gare. Ils font ça gratuitement, sans aucun souci. Et on nous prétend que les personnes ne seraient pas volontaires pour participer aux innovations positives pour la société. C'est faux. Le consentement ne freine pas les innovations positives. Le consentement ne freine que les innovations dangereuses ou qui suscitent de l'inquiétude. Et vouloir opposer le consentement à l'innovation, en fait, c'est faire un pied de nez majeur au principe démocratique que les évolutions de la société, le destin de la société est fixé par les personnes qui vont le subir, par les individus. C'est les individus qui vont voter leurs représentants ou qui vont voter leurs règles. C'est eux qui ont le pouvoir de leur destin. Et sur les données personnelles, c'est exactement pareil. Les innovations positives pour la société, c'est aux personnes qui vont les subir de décider si elles sont bonnes ou pas bonnes. Pour elles. Et ça, c'est le consentement. Ça, c'est le principe du consentement. Et là, sur la géolocalisation, ça va s'en aller. Sur l'analyse des mails, ce que peut faire Gmail, analyser les mails, ce que peut faire Orange, SFR, de faire la liste des sites que vous visitez en temps réel, etc. Actuellement, le consentement est de la même façon impératif. Et là, on voit plein d'entreprises, plein de députés qui commencent à dire « Ah ben non, finalement, le consentement, il y a des cas où il ne devrait pas être nécessaire. Quel cas ? Encore une fois, on ne va pas vous les dire. Laissez-nous décider quel cas c'est. La même chose qu'on retrouve dans ce règlement. Et c'est pour ça que tout ce qui est en affaire de numérique, le règlement est bien plus général qu'on a vu dans le documentaire. Tout ce qui est question de numérique, de communication électronique, c'est dès le 12 octobre au Parlement européen qu'il y aura le vote, on va dire, principal pour trancher ces questions-là. Donc on invite tous les citoyens français et européens à aller sur le site de la Quadrature où ils trouveront des moyens d'appeler leurs députés pour leur faire savoir qu'en fait cette question politique, elle est simple. Et pour lancer un appel. Et pour les appeler, ça leur prend 2 minutes d'appeler, ils appellent les députés français ou autres s'ils veulent, ils leur disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on va géolocaliser sans consentement alors que ça n'a jamais été le cas, ça a toujours été interdit. Est-ce que vous allez vraiment voter ça ? Du lobbying citoyen. C'est très simple, c'est bien plus efficace que n'importe quelle discussion. Entendu, j'imagine. Je voudrais élargir un tout petit peu le débat à quelque chose qui nous anime, nous, plus particulièrement français, depuis les attentats. La France s'est interrogée sur sa capacité à concilier liberté et sécurité, loi renseignement, état d'urgence. Qu'est-ce que vous répondez, Madame Nerbonne, aux gens qui vous disent « Non mais moi, j'ai rien à me reprocher, donc après tout, ils n'ont qu'à regarder. Ils n'ont qu'à regarder mes mails, ils n'ont qu'à regarder. » Est-ce que vous l'entendez, ça, vous, par exemple, dans les... Bien sûr. Voilà, bien sûr qu'on entend, parce qu'on est en contact régulier avec aussi bien le grand public que les entreprises, que les acteurs publics. Donc on adresse tous ces publics. Et effectivement, à cette remarque disant « mais de toute façon, j'ai rien à me reprocher », donc ils peuvent tout voir, la réponse que nous faisons, c'est « mais enfin, ce n'est pas une bonne raison, parce que imaginons qu'il y ait un problème qu'il y ait effectivement une confusion d'homonymie, vous seriez à tort accusé. Comment voulez-vous faire la démonstration que ce n'est pas vous ? Enfin, on se trouve... souvent, les gens ne mesurent pas que la constitution effectivement de tels réservoirs d'informations doivent correspondre à une finalité bien précise, parce que sinon, il n'y a pas de raison de le mettre en place. Donc, il faut qu'on sache à quoi ça va servir et par qui ça peut être utilisé. Et il n'y a pas de raison que ça soit utilisé par des gens qui n'ont pas à connaître cette information. On repose là sur des règles de bon sens, de prévoir des durées de conservation adaptées, de préserver le droit de contrôler, donc dans certains cas de consentir toujours
mesure où quand effectivement il n'y a pas d'obligation contraire de pouvoir s'opposer et d'exercer ses droits qui ne sont pas suffisamment exercés. C'est vrai qu'il y a une grande méconnaissance, mais en même temps, on voit bien, tous les sondages le montrent, une inquiétude sur le fait qu'on sait qu'effectivement, instinctivement, on ne doit pas renoncer au service parce qu'on trouve que c'est très utile. Donc il y a quand même cette logique-là. Mais on se dit, je ne vois pas très clairement ce que deviennent mes données. Et donc c'est ça que le texte du règlement européen va permettre quand même de clarifier, avec tout l'effort des professionnels d'être plus transparents dans l'utilisation qu'ils font de ces informations. Et on pousse vraiment, quand vous opposiez effectivement réglementation-innovation, je veux dire que cette réglementation-là, c'est une source d'innovation technologique très importante pour justement déployer des technologies qui soient protectrices de la vie privée et que cette notion de privacy by design, c'est-à-dire on travaille en la amont. protection dès la conception de l'objet, quand on travaille par exemple avec les professionnels de l'automobile sur les véhicules connectés. Oui. Ou, Mais ça veut dire bien sûr, qu'il est trop tard pour la génération d'avant. Il n'est pas trop tard, bien sûr que non, mais Moi plus qui long, naïvement c'est ai plus fait difficile. mon compte Facebook et qui ai diffusé un milliard de choses sans m'en rendre compte, parce que justement, je n'étais pas très consciente de tout ça. Est-ce que du coup, je peux rattraper les choses aujourd'hui? Alors, il y a effectivement, et les derniers sondages montraient qu'il y a un Français sur 3 qui a essayé d'exercer son droit pour supprimer des données d'Internet. Donc, on sent que les une Français prise de sont conscience. mobilisés. Donc. Est-ce qu'on est hors la loi? faire Oui, votre- allez-y, Arthur Messot. Juste on n'a rien à cacher, vous imaginez la quadrature, c'est une question que j'ai entendue 10 fois, 100 fois. Alors la réponse la question que je pose en fait à chaque fois en réponse à cette question, c'est alors donnez-moi votre mot de passe pour votre compte mail, votre compte Facebook. Systématiquement, je pose cette question et vous imaginez que sur les centaines de fois où j'ai dit ça, On vous répond non. je n'ai eu aucun mot de passe. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on n'a rien à cacher? Ensuite, second point, est-ce que vous avez vraiment rien à cacher vis-à-vis de votre patron? Est-ce que le fait que vous sortiez 3 fois par semaine tard, vous buviez un peu trop, vous ne voulez pas le cacher à votre patron? Est-ce que vous ne voulez pas cacher à votre banque qui vous fait un crédit immobilier, que vous faites des sports un peu dangereux, que vous êtes à risque éventuellement? Est-ce que vous ne voulez pas cacher à vos amis que votre père a un cancer peut-être? En fait, on a des choses à cacher auprès de tout. Après, vous parlez de renseignement, là on s'est un peu écarté, mais vous avez quand même parlé d'état d'urgence et de renseignement. Bien sûr. Il faut en parler. Donc là, on dit, bon d'accord, j'ai peut-être des trucs à cacher à mon patron, peut-être à ma banque, mais pas à la police. Oui. Surtout quand les renseignements font de la lutte contre le terrorisme, nous dit-on, contre les crimes graves. D'abord, il n'en est rien du tout. Depuis la loi renseignement, en fait, même depuis avant la loi de programmation militaire, 2 ans avant, les motifs qui justifient que les services de renseignement aient accès à toutes ces données collectées par des personnes privées sont bien plus larges que la lutte contre le terrorisme. On va avoir des critères purement économiques qui, dans la loi, autorisent l'administration française à faire de l'espionnage économique. Donc en fait, si vous êtes avocat, si vous êtes dans une grande entreprise, si vous êtes chercheur, en fait, l'État a un intérêt genre légal, dans les textes, c'est marqué comme tel, à vous surveiller, parce que c'est pour l'intérêt économique de la France, à regarder vos mails privés s'il faut. Il y a des intérêts aussi politiques, il y a des luttes contre des manifestations illégales, il y a des intérêts. Et en fait, quand on dit on n'a rien à cacher, alors peut-être que vous précisément, non. Par contre, il y a des gens qui vous aident, qui politiquement sont utiles, qui, eux, ont des choses à cacher. Les acteurs des mouvements sociaux, les lanceurs d'alerte qui vont être visés en priorité. Imaginez une grande entreprise comme Total ou autre, quelqu'un voudrait révéler un secret important qui nuirait à Total. En fait, cette action précise est définie comme la loi, comme justifiant que cette personne soit surveillée et empêchée. Alors, on ne sait pas si ça arrive. Donc en fait, cette histoire de j'ai rien à cacher, non seulement on a des choses à cacher, et en plus, des personnes qui vont nous sauver, démocratiquement, pas nous sauver, ou en tout cas sauver les débats, ont besoin de cacher. On a envie qui continue d'avoir une intimité et qui puisse agir. Est-ce qu'on est hors la loi, Monsieur Naftalski, quand on essaie de protéger ces données, de les cacher? Alors peut-être une précision là-dessus. Effectivement, on a aujourd'hui des outils qui permettent de tout collecter à tout moment. Mais ce qui est réglementé, c'est l'utilisation qu'on fait de ces données. Donc, on n'est pas forcément obligé de les collecter parce qu'on a l'outil qui permet de le faire. Donc c'est un point important à avoir à l'esprit parce qu'effectivement, un certain nombre d'acteurs collectent massivement des données. Je suis complètement d'accord avec vous. Soit ils sont obligés, soit... et je suis d'accord avec vous que le consentement doit être renforcé. Et de ce point de vue, le règlement renforce beaucoup le consentement également, puisqu'il permet... Alors je ne parle pas de e-privacy, mais le consentement, il permet de... On peut retirer son consentement, il doit être précédé de beaucoup d'informations. Et il y a des cas où il est obligatoire. Sur le profiling, qui est effectivement une pratique très intrusive, là, les traitements de profiling sont soumis au consentement préalable. Alors, votre question, c'était, est-ce qu'on est hors la loi quand on cache certaines données? Apparemment, non. Ça va pas tarder. Hein. On n'est pas hors la loi quand on cache des données, sauf dans certains cas où la loi impose de la collecter
pour un objectif d'intérêt général. Très bien. La lutte anti-blanchiment, par Si on exemple. en croit M. Macron, en fait, ça pourrait devenir, Macron, président, ça pourrait devenir illégal. Pendant sa campagne électorale, il a commencé à expliquer que le chiffrement, peut-être qu'il fallait revenir dessus. Le cryptage, un peu, Alors, expliquez bien ce que le c'est que... chiffrement. Bah C'est- non, je parce qu'on a l'explique en vraiment 2 plus le secondes. temps. C'est juste la base de rendre secret ses communications. Et on a vu Macron avec Theresa May et d'autres qui commencent à dire peut-être qu'il va falloir rendre ça illégal, peut-être qu'il va falloir l'empêcher, peut-être que se protéger, ça va devenir illégal parce qu'en fait, nous, nos intérêts politiques et économiques passent avant ceux de la population. Débat à suivre. Ouais. Merci beaucoup. Et oui, pas beaucoup de temps, pas assez en tout cas pour parler de cette question ô combien importante. Merci beaucoup à vous trois d'être venus et rendez-vous très bientôt avec un nouveau film et un nouveau débat.